Vous avez adoré découvrir ces prototypes oubliés des années 50 à 80. Alors aujourd'hui, je vous propose de remonter une nouvelle fois dans la machine à voyager dans le temps, avec une sélection de modèles pour la plupart enterrés en même temps que leur constructeur. Allez, c'est parti pour la suite des prototypes définitivement perdus. Numéro 7, Talbot Horizon Lotus Mid-Engine Prototype 1978. Replaçons le décor. Nous sommes à la fin des années 70. Le groupe PSA vient de racheter Chrysler Europe, qui rebaptise en urgence toutes ses marques en Talbot. Et pour crédibiliser cette nouvelle identité, il faut faire rêver. Peugeot prépare alors en coulisses une bombe appelée 205. Talbot, lui, n'a qu'un atout, la Sunbeam Lotus qui cartonne en rallye. Mais l'usine de Linwood, où elle est produite, coûte une fortune. En 1981, PSA la ferme. Fin de la Sunbeam. Il faut une remplaçante. Et là entre en scène Des O'Dell, l'homme qui avait participé au développement de la Ford GT40. C'est lui qui avait convaincu Lotus de s'occuper de la Sunbeam. Et puisque ça avait marché, il va tenter le coup une deuxième fois. Son idée folle est de transformer la très raisonnable Talbot Horizon en véritable bête de rallye. Moteur central, carrosserie 5 portes d'origine pour garder une identité visuelle forte. Et sous le capot, derrière les sièges, le 2,2 litres de la Lotus Esprit. Puis un second prototype équipé du 2,2 litres turbo poussé à environ 300 chevaux. Avec 300 chevaux, dans une compacte à moteur central en 1978, Peugeot Talbot Sport aurait aligné un line-up de folie. Une Peugeot 305 V6 pour les rallyes africains et cet Horizon un moteur Lotus pour les spéciales de sprint. Pourquoi ce projet n'a jamais dépassé le stade du prototype ? Pour deux raisons majeures. Première raison, l'arrivée de l'Audi Quattro en 1980. La transmission intégrale change tout, les propulsions survitaminées deviennent obsolètes du jour au lendemain. Deuxième raison, la stratégie de PSA. La priorité absolue s'appelle Peugeot 205. Le groupe ne peut pas financer de projet groupe B. Le choix est vite fait. On sacrifie la Talbot et on mise tout sur la future T16. L'Horizon Lotus Mid-Engine Prototype n'aura donc jamais eu sa chance. Elle disparaît avec la marque Talbot, victime d'une concurrence interne trop lourde et d'un changement d'époque brutal. Et pourtant, si cette voiture avait couru, elle aurait peut-être changé le destin sportif de Talbot. Mais ça, on ne le saura jamais. Avant de passer au numéro 6, n'hésitez pas à vous abonner. Numéro 6, Georges Ira, Labourdette Magnésium Prototype 1949. C'est un prototype dont honnêtement, presque personne n'a entendu parler. Et ce truc est peut-être l'un des projets français les plus audacieux jamais tentés dans l'après-crise. Georges Ira, c'est un peu le Ferdinand Porsche français. Mais sans les millions ni l'État derrière. Dès 1921, il fabrique tout en interne. Moteur, châssis, mécanique. Il ne laisse au carrossier que la peau extérieure. Les années 30, une boucherie pour les petits constructeurs. Ira frôle la faillite, sauvé in extremis par le motoriste Ruby. Il rebondit avec un petit roadster 6 chevaux, joli, sympa, un peu mou, mais vendu à 1500 exemplaires, ce qui pour une micro-marque est énorme. Mais en 1939, la crise éclate. Et après 1945, Ira veut revenir. Il veut faire renaître la voiture française sportive, moderne et légère. Sans argent, sans réseau, sans usine capable de produire en série. En 1946, il se pointe au Salon de Paris avec un prototype complètement dingue. Châssis en magnésium, carrosserie en magnésium, moteur flat-4 de 1100 cm3 sur les premières versions, puis 2 litres sur celle de 1949. On parle d'un matériau ultra léger, utilisé seulement dans l'aviation de crise. Un truc instable, cher et quasiment impossible à se procurer juste après 1945. Mais Ira s'en fout, il veut révolutionner la voiture française. En 1947, il revient avec une version améliorée. Puis en 1949, le dernier prototype, celui de notre classement, est présenté au Grand Palais. Carrosserie signée Labourdette, pionnier du fameux pare-brise vue totale sans cadre, phare cyclope, ligne moderniste, influence futuriste. Et là, plus rien. Fin de l'histoire. Tout simplement parce qu'on ne produit pas du magnésium en série en 1949 en France. Impossible. Une voiture en magnésium, même Mercedes ou Porsche n'oseront vraiment qu'au début des années 70. Ira, lui, tente sa chance en 1946, sans budget. Dans les années 50, même des Bugatti partaient à la casse pour récupérer l'aluminium.
Ce qu'il reste, la carrosserie Labordette, retrouvée dans l'usine vide de Bègles, reposant aujourd'hui sur un châssis Simca 8. Triste destin, car d'une révolution technique, on est passé à une curiosité de salon. Mais au moins, aujourd'hui, vous connaissez son histoire. Numéro 5, Delage D180 prototype, 1952. Ce prototype de l'âge D180 naît au tout début des années 50, à une époque où son propriétaire, Delahaye, tente de redresser la barre. Le contexte, le plan Ponce, qui impose aux constructeurs français une spécialisation stricte. Delahaye et Delage héritent du créneau luxe et prestige, minuscule dans une France ruinée d'après-guerre. Pour exister, il fallait une vitrine technologique et voitures capables d'impressionner les États-Unis, l'Argentine, les marchés riches. Basé sur la plateforme de la Delahaye 180, le D180 prototype est équipé d'un 6 cylindres en ligne de 4,5 litres développant entre 120 et 140 chevaux, selon le taux de compression et d'alimentation. Le châssis, ultra sophistiqué pour l'époque, combine une suspension avant indépendante du bonnet et un pont de Dion. Sur le papier, cet alliage doit procurer confort et tenue de route. Tout est fait pour qu'elle séduise une clientèle d'élite. En pratique, c'est une autre histoire, car ce D180 n'est pas un concept car futuriste, plutôt un prototype de transition, une tentative maladroite d'adapter une architecture luxueuse d'avant-crise à un marché qui ne veut plus ce genre de véhicule. Les carrosseries Chaperon, Guillauret, Figoni sont magnifiques, mais souvent trop lourdes. Résultat, affaissement chronique des suspensions du bonnet, rupture des demi-arbres, comportement instable sous la pluie. Pas idéal pour séduire l'export. Et puis, il y a la réalité économique. Delahaye n'a plus d'argent, plus de réseau, plus le temps de développer correctement le projet. Le prototype Delage D180 reste donc un prototype. En 1954, Delahaye et Delage s'éteignent. Le D180 devient alors le symbole parfait de cette vidéo. Un prototype français qu'on ne verra jamais. Non, pas parce qu'il était mauvais, mais parce que la marque est morte avant lui. Numéro 4, Delahaye 135 MS CL spécial Fagé-Varnet, 1948. Delahaye 135 MS CL spécial Fagé-Varnet figure dans ce classement parce que Delahaye n'existe plus, Fagé-Varnet non plus, et qu'il ne reste aujourd'hui que 3 survivantes de cette série ultra confidentielle. Et parmi elles, celle dont je vais vous parler, la plus précieuse, le châssis 800 745. Alors, reprenons par le début. Nous sommes au Salon de Paris 1948. La France sort à peine de la crise. Les constructeurs essayent de se réinventer. Et les carrossiers artisanaux, eux, jouent leur survie. Sur le stand de Delahaye, parce que Fagé-Varnet n'a même pas encore de stand à lui, un cabriolet attire les regards. Et pas n'importe lequel. Un 135 MS doté d'une carrosserie révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire ? Parce que Fagé-Varnet décide d'envoyer valser ce que tous les constructeurs de luxe utilisaient à l'époque, l'ossature en bois. À la place, ils inventent une structure interne entièrement en acier, en tôle de 10 dixièmes terriblement en avance. Un 30 à 35% de poids en moins, une rigidité nettement supérieure, un habitacle bien plus spacieux, et surtout, la possibilité de créer plusieurs types de carrosseries sur la même base. Un tech avant-gardiste qui aurait pu changer le destin du carrossier. Mais voilà, l'histoire ne suit pas. La 135 MS Fagé-Varnet est produite à seulement 6 exemplaires, dont 2 équipés de la calandre à rostre. Elle a été estimée entre 100 000 et 150 000 euros, mais s'est vendue 417 600 euros. Preuve que même un fantôme peut valoir une fortune. L'autre exemplaire, celui qui avait gagné le Grand Prix d'excellence d'Armenonville, a disparu. Delahaye, déjà fragilisé, sera absorbé quelques années plus tard. Fagé-Varnet disparaît aussi, et ce prototype, immatriculé en 1948, photographié pour les publicités officielles, finit par sombrer dans l'oubli avant d'être miraculeusement retrouvé dans la collection Bayon en 2014. Les marques sont mortes, les ateliers aussi, et il ne reste plus que des vestiges d'une époque où la France osait encore expérimenter, tenter, innover. Et ça mérite le respect. Numéro 3. Alamani Losange rhomboïde, 1947. L'Alamani, c'est l'œuvre d'un ingénieur brillant, Marcel Alamani. Un homme passé chez Louis Renault, puis chez Amédée Gordini, qui se retrouve mis sur la touche après la Libération, comme beaucoup de collaborateurs directs de Louis Renault. Et au lieu de ranger ses plans et d'aller faire autre chose, non, il fonde son propre bureau d'études à Saint-Cloud, chez lui, littéralement dans son salon.
Et de là sort un prototype qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une voiture. Vous voyez l'idée d'un véhicule en losange ? 2 roues au centre motrices. Une roue tout à l'avant, une roue tout à l'arrière, toutes les 2 directrices et une caisse de 3,42 mètres à peine, capable de tourner dans un mouchoir de poche. 4,25 mètres de rayon. Vous imaginez la manie dans les rues de Paris ? Une Twingo passerait pour un break. L'avant et l'arrière ? Parfaitement identiques. Symétriques comme si la voiture avait été pliée en 2 par un architecte obsessionnel. L'objectif était de produire moins cher, simplifier la carrosserie et surtout impressionner la Société des ingénieurs de l'automobile en 1948. Et à l'intérieur, c'est encore plus fou. 2 passagers face à la route, 2 dos à la route. Et au milieu, entre les 2 rangées, le moteur. Un minuscule 569 cm3 de Simca 5, 13 chevaux, 95 km/h annoncé si vous aviez le cœur solide. Le tout dans un habitacle qui vibrait, chauffait, sentait l'huile chaude. Un bonheur. Et niveau comportement routier, c'était, disons, expérimental. Ça se dandine, s'agite, ça flotte. Les suspensions n'étaient pas du tout au point. Alors, pourquoi ce projet a-t-il fini dans un coin de l'atelier Gordini, rangé comme un vieux frigo ? Parce qu'aucun constructeur n'en voulait. Parce qu'aucune marque française ne pouvait sortir un engin aussi atypique. Surtout dans l'après-crise où l'objectif était de produire simple, fiable et bon marché. Et parce qu'Alamani n'avait pas la puissance industrielle pour aller plus loin. Un seul exemplaire sera produit, oublié pendant près de 70 ans, avant de réapparaître à Rétromobile en 2016 comme une pièce de musée. Et comme plus aucune marque ne porte ce genre de folie aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais ça sur la route. Numéro 2. Ballot 2LS Twin Cam Prototype, 1921. Ballot, c'est une maison parisienne qui, avant de construire des voitures, construisait des moteurs marins. Et ça se voit. On retrouve des encres un peu partout, sur le volant, sur les pédales, sur le badge du radiateur. Ernest Ballot n'a jamais renié ses racines. En 1921, il décide d'appliquer sa rigueur d'ingénieur naval à l'automobile et il met sur la route un prototype absolument révolutionnaire, le Ballot 2LS pour 2 litres sport. Sous le capot, un 4 cylindres de 1986 cm3, 4 soupapes par cylindre, double arbre à cam en tête, soit un niveau technologique complètement lunaire pour l'époque. On parle quand même des premières voitures au monde commercialisées avec cette architecture. 74 chevaux à 4500 tours minute, 160 km/h en vitesse de pointe en 1921. Il faut imaginer ça sur les routes de l'époque. C'était carrément un missile bleu. La voiture que je vous présente aujourd'hui, celle de Jos Lucas Cudamore, a tourné à Brooklands en 1923 à 145 km/h de moyenne. À une époque où la plupart des voitures dépassaient à peine les 80, la Ballot roulait littéralement dans un autre monde. Pourquoi je vous dis qu'on ne la reverra jamais ? Pour une simple raison, et elle est triste. Ballot n'a pas survécu. Moins de 50 exemplaires produits, seulement 5 survivants connus, et la marque fut absorbée puis définitivement éteinte, laissant ses modèles sombrer dans l'histoire. Ce prototype en particulier est devenu un trésor familial, conservé pendant 80 ans dans un coach house sec. Une machine unique, chargée de mémoire, qu'un passionné conduit encore aujourd'hui avec émotion. Et nous, on ne reverra jamais Ballot, jamais ses folies mécaniques, jamais ses ambitions françaises totalement décomplexées. Numéro 1. Delage V12 Andro Ground Effect, 1937. C'est le genre de machine dont on parle encore à voix basse, comme si elle appartenait à un autre monde. Et pourtant, elle a bel et bien existé, une seule fois, pendant quelques mois avant de disparaître aussi brutalement qu'elle était apparue. La Delage V12 Andro, c'est le prototype ultime qui devait replacer la France au sommet du sport automobile mondial en 1937, face aux mastodontes allemands soutenus par le Reich. Une époque où Mercedes et Auto Union écrasaient tout. Une époque où, soyons honnêtes, la France rêvait encore grand, très grand. Et Delage, avec Louis Delage à sa tête, voulait frapper un coup historique. Je vous raconte. Fin des années 30, Delage est en difficulté financière. Mais l'orgueil technique de la marque reste intact. Louis Delage veut revenir gagner le Grand Prix de l'ACF à Montlhéry. Pas avec une évolution timide d'un modèle existant, non, avec quelque chose de radical, d'avant-gardiste, d'inimaginable. Pour ça, il s'entoure de 2 monstres sacrés. Albert Lorry, le génial motoriste des arts et métiers, Jean Andro, un pionnier de l'aérodynamique, un visionnaire passé par Citroën, Donné et même l'aéronautique militaire. Un homme obsédé par la traque du moindre gramme d'air inutile. Leur mission était de construire la voiture la plus aérodynamique et la plus efficace de son époque. Sous son capot exceptionnellement bas, pour un V12, se trouvait un bloc d'une architecture unique.
Un V12 à 60 degrés, littéralement composé de 2 6 cylindres en ligne fusionnés. Puissance estimée entre 150 et 200 chevaux en 1937. Boîte Kotal électromagnétique entièrement synchronisée, un bijou technologique que même les Américains regardaient avec respect. Avec ça, l'attelage visait 200 km/h dans un silence et une fluidité mécanique inédits, et l'aérodynamique la plus folle de l'entre-deux-crises. Jean Andro dessine un châssis caréné comme un avion, un soubassement intégralement fermé, un aileron de requin avant l'heure et un pare-brise vue totale signé La Bourdette, qui donne au pilote une visibilité panoramique surréaliste pour l'époque. Le CX estimé flirtait avec 0,25. Je le répète, 0,25. On n'était plus dans le monde automobile, on était dans l'ère des effets de sol, 40 ans avant Colin Chapman. Alors, pourquoi elle n'a jamais couru ? Pourquoi elle a disparu ? Parce que la réalité est venue briser le rêve. Lors des essais du Grand Prix de l'ACF 1937, la voiture sort de la piste avec un accident sérieux non mortel et suffisamment violent pour compromettre la participation. Delage n'a plus d'argent, les équipes sont à bout. Le contexte politique international devient instable. La V12 Andro est réparée, exposée au Salon de Paris. Puis, plus rien. Plus de traces, probablement démantelée, peut-être dispersée. Même aujourd'hui, la reproduire totalement relève du miracle. Et c'est ce qu'essaie de faire courageusement l'ENSAM et les amis de Delage, avec un projet étalé jusqu'en 2028. Vous, ce prototype, il vous fait penser à quoi ? Et si vous avez raté la première partie de notre classement, elle est dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à la regarder et à vous abonner. À très vite dans le garage français.